elle dit que c'est l'ombre de Pasang Lamou Sherpa. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la religion bouddhiste, les personnes que tu as rencontrées, est-ce que parfois ils sont frappés comme ça d'une espèce d'illumination? Parce qu'elle dit, je vois son corps étendu chez elle. Elle est chez elle alors qu'elle ne connaît pas la famille. Elle est à côté de ce corps et elle le sent, une énergie qui lui dit il faut que tu fasses l'ivresse. Ça, c'est assez unique à elle, je pense. Vraiment, Okay. C'est vraiment quelque chose qui lui est arrivé, qui est très personnel. Après, ils ont des croyances, beaucoup. Il y a des vaudous, ils soignent toujours avec des méthodes un peu traditionnelles, un peu mystérieuses. Mais de quoi elle a vraiment eu quelque chose qui est bizarre, qui est presque pas de la sorcellerie, mais elle a vraiment eu, quand elle a vu le corps, par hasard, de Pasang Lamou Sherpa, parce que là-bas elle était montrée, tout le monde défilait comme c'était un peu une déesse, tout le monde venait la voir, et donc elle a eu une sorte d'illumination, et elle a senti qu'en fait Pasang Lamou Sherpa lui confiait la mission d'y aller. Ouais. Et donc elle se fait une sorte de similitude entre son parcours à elle et celle de Sherpa, de Pasang Lamou Sherpa, comme quoi elle aurait divorcé, ce qui n'est pas vrai parce que Pasang Lamou Sherpa n'a pas divorcé, elle a juste fui un mariage forcé, ses parents voulaient la marier, elle s'est dit, donc elle a épousé son âme, alors que Lakpa Sherpa, elle a vraiment divorcé, et donc elle a un garçon, une fille pareil, voilà, donc elle a l'impression que c'est la réincarnation. C'est ça. Bon, ils sont bouddhistes. Donc ils ont une croyance aussi qui nous échappe à nous. Oui. Voilà. Mais c'est propre à elle. Ça, c'est vraiment. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a raconté une chose pareille au Népal. Et puis elle l'a vraiment raconté de manière spontanée. Là encore une fois, je pense que elle était dedans, quoi. Elle le revivait et elle avait l'occasion de le dire et de le raconter. Je pense que maintenant ça devient quelque chose de connu. Mais à l'époque, c'était un peu une première qu'elle raconte ça. Complètement. Après, il y a aussi cette femme qui a le même nom que Pasang Lamou Sherpa. Ouais. Akita, son nom de famille. Pour reprendre le nom de famille de son mari japonais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Sherpas, ils ont à peu près tous les mêmes noms. Ils s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est Pasang, Sonam, etc. Donc ils s'appellent tous ils s'appellent tous Sherpa aussi. Donc c'est aussi féminin, masculin. Donc c'est assez compliqué de les distinguer. Donc dès qu'ils se marient, ils rajoutent le nom de leur mari ou de leur village aussi. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Pasang Lamou Sherpa Akita, qui est un japonais qu'elle a épousé, qui fait du shiatsu, qui est d'une douceur incroyable. C'était étonnant de les voir tous les deux. Est-ce que ces émancipations par la montagne, elles leur apportent des choses dans leur vie professionnelle et personnelle? Dans le film, je te pose cette question parce que dans le film, tu fais des portraits de ces femmes, on les voit, on voit l'année à laquelle elles ont réussi l'Everest et on voit leur statut marital et combien elles ont d'enfants. Est-ce que tu as l'impression qu'elles divorcent autant que les autres népalaises? Est-ce que tu as l'impression qu'elles ont le même statut marital, le même nombre d'enfants Alors, elles ne sont pas du tout représentatives de la société népalaise. Oui. Il n'y en a qu'une qui est mariée avec un Népalais, c'est Kalpana, et qui vit avec son mari, et qui a entraîné son mari dans son aventure. Donc c'est amusant parce qu'on est allé les voir, on est allé au Népal il y a 2-3 ans, et donc ils nous ont fait toute une cérémonie, et c'est elle qui tient qui tient les rênes, comme on dit, parce que mais lui est actif aussi, il a un métier, mais ils sont tout tournés vers la montagne, alors que c'était pas du tout leur destinée, parce qu'en étant Newar, ils sont de la plaine, et donc ils font beaucoup d'activités sportives. Elle fait encore de l'escalade, elle a vraiment une mission, enfin le point commun entre toutes ces femmes, c'est que le fait d'avoir fait l'Everest a changé leur parcours professionnel. Mais attention, c'est un peu trompeur. Je me suis un peu aussi laissée avoir par cette image où on fait l'Everest, on devient une vedette, etc. Parce que Doma Sherpa, par exemple, qui était celle qu'on m'a présentée pratiquement en premier, on m'a présentée comme une star au Népal, qui était grande, une prestance, du charme, très élégante, les sourcils bien dessinés, toujours du rouge à lèvres. Elles ont toujours beaucoup de rouge à lèvres, les Népalaises. Et les ongles faits, enfin voilà, mais ça aussi, elles ont beaucoup de vernis à ongles, c'est drôle. Et je pensais qu'elle avait un avenir très fort au Népal, parce qu'elle avait carrément une société de production, elle était journaliste, elle était invitée souvent. Et en fait, après il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça a marqué quelque chose de particulier. Elle s'est en plus engagée en politique. Et je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle a fui le Népal. Donc moi qui la sentais très protégée, je pense que c'était très compliqué pour elle. C'est la seule qui a divorcé avant d'avoir fait l'Everest. Donc c'était quand même quelqu'un qui était très puissant au niveau de son autonomie, qui avait vraiment une force, une volonté d'être autonome et de faire ce qu'elle voulait, qui était très fort. Et en fait,
même si on a fait l'Everest, qu'on est quelqu'un de connu, le Népal, c'est compliqué. Il y a un peu, entre guillemets, de la mafia. C'est une société très particulière. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est encore plus compliqué si on veut aller dans les méandres politiques. C'est pas simple. Là, je suis pas allée jusque-là. Mais par contre, c'est la seule qui a divorcé. C'est la seule qui a quitté le Népal, qui a fui le Népal. Pour moi, elle a fui le Népal. J'ai très peu de nouvelles d'elle depuis. Quand je lui demande si ça va, elle me dit ça va, et vous, vous me manquez, c'est tout ce qu'elle dit. Mais ça, c'est une formule qu'ils ont toujours. Et voilà, ça s'arrête là. Je l'ai vue en France, elle est venue, elle avait un mariage, elle devait se marier avec un Tibétain qui était réfugié. Elle ne le connaissait pas, c'était un mariage un peu arrangé. Ça s'est mal passé, elle est retournée chez elle. Enfin voilà, c'est compliqué. On croit que ces femmes sont libérées parce qu'elles ont un appartement, elles ont un salaire, mais il y a un poids énorme de la société qui est beaucoup plus fort qu'une femme qui divorce en France, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est intéressant. Alors du coup, comment est-ce qu'on mesure les émancipations par la montagne quand c'est comme ça ? Alors,